Donc, trouble développemental du langage, Mélissa m'a donné une mission, je vais essayer de la remplir le mieux possible. Trouble développemental du langage, sans doute que parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler avant de dysphasie, de trouble primaire de langage, en anglais on parle de Specific Language Impairment, et c'est une difficulté chez certaines personnes qui a été remarquée depuis très très longtemps dans l'histoire. En fait, M. Gall, vous avez peut-être entendu parler de lui, là, c'est celui des bosses, là, la bosse des mathématiques et tout ça. Donc, à peu près en 1822, a été une des premières personnes à parler d'enfants qui avaient un développement sans maladie, un développement qu'on pourrait dire sans particularité, à l'exception du fait que pour ces enfants-là, c'était très difficile d'apprendre le langage et ensuite, une fois qu'ils commençaient à l'apprendre, plus tard que les autres, la plupart du temps, c'était très difficile aussi de le maîtriser, de le perfectionner. Je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur la complexité de ce qu'est le langage et du défi que ça représente de l'apprendre. Donc, M. Gall avait déjà remarqué ces enfants-là. Au fil du temps, on a proposé toutes sortes de terminologies. Et depuis 2016, il y a un regroupement de chercheurs, il y a un consensus international qui a proposé qu'on utilise l'appellation trouble développemental du langage. Et c'est ce qui a été retenu, entre autres, au Québec, puis qui fait son chemin. Je crois que la majorité des gens sont conscients que c'est pas une appellation parfaite, mais que au moins tout le monde utilise le même terme, puis on réussit un peu à se comprendre. Alors, globalement, les critères d'identification du trouble développemental du langage, c'est que l'enfant, et généralement, c'est identifié avant l'entrée à l'école, quoique ça peut être aussi en début de scolarisation. Donc, c'est un enfant qui a un développement sans particularité, à l'exception du fait que apprendre le langage, maîtriser le langage, c'est très difficile pour cet enfant-là. Les profils peuvent être très différents. On a parlé, les autres présentatrices ont parlé des différentes composantes du langage, donc les difficultés peuvent se manifester de toutes sortes de façons. Mais ce qui caractérise, donc le premier critère d'identification, c'est le fait d'avoir de grandes difficultés, alors que tout le reste du développement semble sans histoire finalement. Et après ça, il y a 3 autres critères qu'on peut dire qui sont des sous-critères d'identification du TDL. Donc, pas de cause médicale sous-jacente, des difficultés qui seront persistantes. Évidemment, qu'un enfant de 4 ans, c'est un peu difficile à prédire, là, mais on doit le suivre un certain temps pour le confirmer. Et des difficultés qui sont suffisamment sévères pour avoir des impacts fonctionnels. Il y a aussi des personnes qui en ont parlé. Les premiers impacts fonctionnels auxquels on pense, les plus saillants, sont les interactions sociales, évidemment, puis ça, plusieurs personnes l'ont mentionné avant moi, et aussi les difficultés d'apprentissage, parce que le langage est un outil essentiel pour faire des apprentissages. Donc voilà, c'était la définition du TDL. Ma mission est-elle relevée? Oui, ok. Mission accomplie, j'ai eu un pouce en l'air. Donc, tout ça pour dire que moi, j'écoutais les collègues puis je me disais, une des choses qui est absolument fascinante, c'est qu'on sait que c'est compliqué le langage. Là. Vous avez entendu tout le monde vous parler de différents aspects qui soutiennent le développement du langage, le fait que on a peut-être une prédisposition et certainement on va être influencé par les interactions, par les différents environnements où on évolue pour apprendre le langage, chacun de nous, à notre façon. Puis en même temps, c'est un code que tout le monde partage, même si nos particularités individuelles peuvent être légèrement différentes. Et ce que moi je trouve encore plus fascinant, c'est que considérant cette complexité-là, la très grande majorité des individus l'apprennent de façon spontanée, l'apprennent de façon implicite. Ils n'ont pas besoin qu'on fasse de grandes adaptations et ils l'apprennent. Ils ont besoin d'y être exposés, là, c'est sûr, on le sait, ça n'a pas été mentionné encore, mais vous avez sans doute entendu parler des quelques études, heureusement, c'est pas arrivé trop souvent, mais d'enfants qui ont été vraiment isolés dans une pièce ou qui ont eu aucune stimulation, ils n'ont pas appris à parler. Donc, il faut absolument avoir de la stimulation langagière pour apprendre à parler. Cela dit, pour au moins 90% de la population, ça se passe de façon très implicite et relativement simple, sans qu'on ait besoin de faire de grandes adaptations. Mais, pour un certain groupe d'individus, les enfants qui ont été TDL, entre autres,
ils représentent environ 7% de la population, ces enfants-là, et ça a été répété là, dans quelques études épidémiologiques. Donc, environ 7% de la population. Et j'aime beaucoup utiliser une histoire que raconte une collègue qui s'intéresse au TDL, qui dit... tu sais, quand j'embarque dans un taxi puis quelqu'un me demande ce que je fais, je leur dis, je fais de la recherche sur le TDL. Ils me disent, ah, c'est quoi ça? Puis là, je leur dis, ça ressemble un peu à l'autisme, peut-être, des fois, de certaines façons. Ah oui, ça, je connais ça, moi, l'autisme, là, l'enfant du voisin est autiste, ou une personne à l'épicerie, l'emballeur, je sais qu'il est autiste. L'autisme, sans rien vouloir enlever aux besoins des enfants autistes, là, ça représente 1% de la population. Et c'est une population qui est maintenant bien connue, en grande partie, et on les remercie à plusieurs organismes qui ont défendu les droits de ces personnes-là, puis qui ont sensibilisé la population à cette difficulté-là. Et je pense qu'on peut faire la même chose avec le TDL, parce que ces enfants-là représentent 7% de la population. Fait que c'est un grand groupe d'enfants. Donc, moi, depuis que j'ai commencé mon doctorat, puis je salue ma directrice parce que c'était Odette, ma directrice au doctorat. Donc, depuis que j'ai commencé mon doctorat, je m'intéresse aux enfants qui ont un TDL. À l'époque, on les appelait pas comme ça, mais bon. Maintenant, on dit que c'est des enfants qui ont un TDL. Et au fil du temps, je m'amuse à dire que je les ai suivis. Puis à l'époque, il y avait 2 ans, puis maintenant, ils sont grands. Donc, je travaille maintenant avec des adolescents qui ont un TDL parce que, comme je vous disais, un des sous-critères, c'est la persistance. Donc, ces enfants-là continuent à avoir des difficultés. Elles se modulent en fonction des, appelons ça, des contraintes environnementales, parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, notre langage s'adapte à l'environnement et au contexte où on est, qui impose certaines règles, où il y a certaines attentes. Donc, le langage devient de plus en plus élaboré. Nos phrases sont plus longues, les histoires qu'on peut raconter sont un peu plus compliquées, avec plus d'étapes, avec plus de problèmes, plus de résolution de problèmes, par exemple. Et ça continue tout au long de la vie, ce qui fait en sorte que quand on devient adolescent, on continue d'avoir des difficultés de langage si on a été identifié comme ayant un TDL, là, souvent là, autour de l'âge de l'entrée scolaire. Et le projet de recherche, ce qui m'amène à vous parler du projet de recherche que j'ai terminé récemment, comme les autres le disaient, pas tout à fait terminé, parce que c'est comme si ça finit jamais, un projet de recherche, là. Mais en tout cas, un projet de recherche qui tire à sa fin, où on est parti des besoins des écoles secondaires, parce que ce qui arrive aux enfants qui ont un TDL à l'adolescence, c'est qu'ils ont été identifiés, généralement, vers l'âge de 4-5 ans. Ils ont reçu très souvent des services dans les centres de réadaptation au Québec, pendant un certain temps aussi. Là, leur dossier a été transféré à l'école. Il y a des intervenants scolaires qui vont les accompagner tout au long du primaire. Et là, ils arrivent au secondaire et ça change considérablement. Et ce qui change, c'est la quantité, finalement, de soutien spécialisé disponible pour ces enfants-là. Très souvent, pas toujours, là, mais je vais vous faire un topo général. Plusieurs d'entre eux, une assez grande proportion, fréquentent une classe d'adaptation scolaire où le ratio est plus avantageux. Donc, l'enseignant a de 12 à 14 enfants d'habitude et de l'aide dans la classe. Mais reste que ces enfants-là continuent d'avoir des besoins, puisque ce qu'on a entendu aussi beaucoup au début de cette étude-là, c'est que le personnel scolaire au secondaire a des besoins. Ils veulent mieux comprendre qui sont ces enfants, ils veulent mieux comprendre comment les soutenir. Alors, le projet visait à co-construire avec des équipes écoles du secondaire et plus spécifiquement des équipes écoles qui travaillaient en secondaire 1, donc vraiment à l'accueil de ces enfants à l'école secondaire, là, au moment de la transition, à co-construire une intervention et chemin faisant aussi à mettre en forme des informations pour que les intervenants de secondaire 1 qui accueillent ces jeunes-là aient accès à des informations pour comprendre le phénomène et pour être le mieux outillé possible pour aider les adolescents. Les enfants, les enfants dans l'étude avaient entre 12 et 15 ans, donc tout dépendant si c'était leur première année de fréquentation au secondaire ou leur deuxième année de fréquentation au secondaire parce qu'ils se retrouvaient dans les mêmes classes. Et on a une des étapes
de diffusion de l'information, ça a été de rendre disponible toute cette information-là, en fait, pour les équipes écoles. Et on avait la volonté, c'est une assez grande équipe, là, c'est pas moi qui ai fait ça tout seul, je serais pas arrivée, c'est sûr, de rendre le plus d'informations disponibles gratuitement. Donc, on a, si vous avez eu la chance de voir cette feuille-là, puis sinon, vous viendrez me voir, je vous donnerai l'information, mais on a fait un résumé visuel des stratégies les plus importantes que les jeunes doivent apprendre eux-mêmes, hein, et que le personnel scolaire peut aussi les aider à maîtriser. Et on a diffusé tout ça sur un site web gratuitement, donc le matériel écrit, puis sur une chaîne YouTube aussi pour le matériel vidéo qu'on a conçu pendant le projet. Donc tout ça est disponible et ça a l'air simple, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé, mais ce résumé-là, derrière ce résumé visuel, il y a de nombreuses heures de travail pour réussir à vraiment synthétiser les stratégies les plus importantes que les jeunes, que la majorité des adolescents TDL qui faisaient partie du projet gagneraient à maîtriser. Fait que ça se voulait un aide visuel qui est, par exemple, sous forme d'affiche dans la classe, mais ça pourrait très bien aussi être sous forme d'affiche sur le frigo à la maison. Donc, en 4 grandes catégories de stratégies. Puis je pense que vous allez voir que ça rejoint aussi les éléments du développement normal dont tout le monde a parlé jusqu'à maintenant. Donc, s'engager dans une interaction, activer ses habiletés non verbales, hein, regarder autour de soi, écouter ce qui se passe, contextualiser l'interaction qu'on va avoir avec quelqu'un, s'assurer qu'on interagit de façon ouverte, accueillante avec quelqu'un, qu'on donne aussi la chance à l'autre de parler, donc échanger la balle, et de maintenir le sujet pour que les gens sachent où on s'en va avec notre histoire. Et ensuite, ben, les habiletés verbales elles-mêmes, que ce soit le volume de la voix ou le ton de la voix, d'avoir un plan dans la façon dont on parle et de s'assurer que notre message est compris et qu'on a compris aussi le message de l'autre. Fait que ça vous donne un bref aperçu de ce qu'on a proposé aux écoles. Puis en fait, c'est pas l'équipe de recherche qui a proposé ça de son propre chef aux écoles. Ça a été vraiment une co-construction avec ces écoles-là et ça a été un processus vraiment très, très, très intéressant comme orthophoniste aussi d'avoir la chance de travailler avec d'autres professionnels dans les écoles qui sont tout aussi préoccupés par le bien-être de ces jeunes-là, finalement, par le fait que de maîtriser le langage, ça leur apporte un sentiment justement de satisfaction par rapport à leurs interactions. Puis c'est vraiment la volonté derrière ce projet-là. Puis on a l'impression, en tout cas, c'est ce que les enseignants nous ont dit, là, que le matériel qu'on avait préparé pour eux puis rendu disponible pour d'autres répondait à ce besoin-là. Alors voilà.